Donc, cette deuxième partie consacrée à Monet et l'expérience du paysage par Marianne Alphand, qui est auteure et qui a écrit plusieurs ouvrages sur Monet, et notamment Monet, une vie dans le paysage, qui a été réédité en 2010, voilà, que vous pouvez consulter à l'issue de la conférence. Donc je remercie Marianne Alphand pour sa présence ce soir et je lui laisse la parole. Merci. Merci. Oui, j'attends qu'elle. Je fais juste, pendant qu'on s'assied, je remercie Florence qui m'introduit et puis Émilie Renard de m'avoir invitée dans le cadre de cette exposition. On entend bien? Ça va? Il n'y a pas de friture, il n'y a pas de... Bon. Alors j'ai intitulé cette conférence Le paysage comme expérience, ça pourrait être aussi l'expérience du paysage. Et je commence par cette vue d'Antibes, qui est comme une sorte d'incarnation, d'archétype du paysage. C'est une vue d'Antibes. Monet travaille à Antibes en janvier 1888. Il est sur le plateau de la Garoupe et il peint la ville fortifiée d'Antibes avec les montagnes derrière. Il s'y trouve depuis une semaine, il fait beau, c'est délicieux, c'est féerique. Dans certaines de ses lettres, il dira on nage dans l'air bleu. Et c'est un peu, c'est pas du tout le Monet que je préfère, mais c'est une sorte de vision tellement radieuse du paysage qu'elle se confond avec ce qu'on pense en général du paysagiste, ou la façon dont on imagine le travail du paysagiste. Quelqu'un qui plante son chevalet dehors, il fait beau, c'est lumineux, il est porté par, je ne sais pas, mais ici évidemment peut-être les odeurs, etc. On dira que c'est un paysage qui est assez convenu. Il y en a beaucoup de ce genre dans la vie de Monet. Dans le catalogue de Wildenstein, ce tableau porte le numéro 1158. Le catalogue en comporte 2044. On peut dire que c'est quelque chose comme la moitié peut-être de son œuvre qui est derrière lui, la moitié devant lui, même s'il y a sans doute davantage de Monet qui ressortent régulièrement de collections privées. J'aurais pu choisir une autre vue, un autre paysage, une autre année, un autre lieu, plus dramatique, plus sauvage, moins arcadien, parce qu'il y a quelque chose d'arcadien dans cette vue. Mais c'est justement parce que cette scène a quelque chose d'idéal que ce qui l'entoure est surprenant. Cette vue radieuse donne à tort l'image d'une expérience du paysage heureuse. Vous savez, c'est Georges Bataille, qui aimait Manet, l'aspect dramatique, saisissant de Manet le fascinait. Et Monet, il considérait que Monet, c'était peu de choses. Il disait l'étoile de Monet, toute vibrante, d'un bonheur sans fièvre. Bon, c'est tout le contraire. Ce que j'appelle, mais je ne suis pas la seule, les campagnes de peinture. Il y en a une à Antibes, il y en a une à Belle-Île, il y en a à Pourville, il y en a à Étretat, il y en a à Bordighera, il y en a dans la Creuse à Fresline, il y en aura à Londres, il y en aura en Norvège, il y en aura à Rouen, bien sûr, les cathédrales. Ces campagnes de peinture, en dehors de chez lui, se déroulent presque toujours de la même manière. Elles ont une espèce de chronologie immuable. Au début, incertitude, tâtonnement, ensuite emballement, mise en route du travail, confiance, ardeur, et puis les déboires commencent, les changements de temps, les variations de lumière, les piétinements, les découragements, la colère, le sentiment d'un désastre.
toutes les campagnes de peinture de Monet sont vécues sous l'angle de la catastrophe. L'échec du travail, c'est raté, c'est un four, et à quoi s'ajoute évidemment, et ça, on pourra en reparler, un lot de mauvaises nouvelles qui lui parviennent de chez lui, avec les catastrophes dans la maison, les huissiers qui arrivent, ou les enfants qui sont malades, et qui évidemment augmentent son sentiment d'angoisse. Il faut savoir que Monet, dans une campagne de peinture, arrive quelque part en disant « en 3 semaines c'est réglé, c'est magnifique, etc. J'ai plein de toiles à mettre en route ». Et en fait, il reste 3 mois, il ne peut pas partir, il ne peut pas finir, et derrière lui, à la maison, on le rappelle, on le relance. Et ça se termine toujours de façon catastrophique. Bon, il est là, ça semble enchanté, or c'est pourtant à l'occasion de ce séjour à Antibes qu'on a une citation dans une lettre extrêmement curieuse. Au bout d'une quinzaine de jours, sans doute a-t-il eu une sorte de dispute avec sa compagne, Alice Hochedet. Donc une partie de la lettre a été retirée, a été déchirée. Donc la phrase commence un peu abruptement et il écrit « C'est peut-être cela qui me sauvera de cette terrible spécialité de paysagiste et de cet état d'abrutissement où je me morfonds. » Cela, c'est peut-être cela qui me sauvera de cette terrible spécialité de paysagiste. On ne sait pas ce que désigne cela. On est amené à le conjecturer. Je pense qu'un peu plus tard dans sa vie, il va mettre quelque chose sur cela qui le sauvera justement de cette terrible spécialité de paysagiste et de cet état d'abrutissement où je me morfonds. Le paysage est une spécialité. Quand on pense à Monet paysagiste, il faut se rappeler que Monet est devenu peintre d'une certaine façon par accident. Il est tout jeune, il est au Havre, et il s'est fait une espèce de petite notoriété comme caricaturiste. Ah, c'est pas ça? Oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là, le trouble, oh mon Dieu, voilà, ah bah voilà, bon. Il dessine, il fait des caricatures. Bon, il y avait une espèce de mode dans les journaux de publier des caricatures. Et il exposait ces caricatures qu'il faisait payer. Il se préparait peut-être à faire des études de beaux-arts, à venir à Paris, etc. Il exposait ces caricatures dans une boutique qui exposait aussi Boudin. Boudin qui avait 20 ans de plus que Monet, c'était un vieux pour Monet. Il n'était pas très apprécié au Havre, on trouvait que c'était grisâtre, etc. Il avait déçu. Et Boudin fait des compliments à Monet sur ses dessins et il lui dit « mais bon, il faut essayer autre chose, c'est tellement bien d'aller dehors, etc. » Bon, Monet résiste pendant un certain temps et puis un jour, de guerre lasse, dit-il, il accepte, il part avec Boudin, il est dans un champ avec Boudin, on ne sait pas ce que Boudin fait, ce que Boudin peint, mais là, Monet en parlera comme de la conversion de Saint-Paul. Il y a quelque chose qui lui tombe dessus, il est foudroyé, il est stupéfait, et le lendemain, il revient avec un chevalet des couleurs et il est peintre. Le paysage lui tombe dessus. Bon, il devient peintre dans le paysage. Il est saisi, il est empoigné. Alors, cette question d'être empoigné est une question cruciale dans le travail de Monet. Quand il arrive par exemple à Pourville, une année, il se promène partout, il est d'abord un hôtel à Dieppe, ensuite il va à Pourville, il est extrêmement insatisfait et il dit « je rôde, je cherche, etc. Rien ne m'empoigne ». Donc il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il y ait comme quelque chose qui tout à coup l'immobilise, l'empoigne justement, et là commence le drame, si l'on peut dire, c'est-à-dire que cette chose qui l'empoigne va le retenir et que ça va prendre 3 mois alors qu'il pensait rester 15 jours. Il y a dans cette histoire d'être empoigné, en fait, 2 aspects.
Et ces deux aspects, on les retrouve dans la peinture de Monet. D'une part, être empoigné, c'est entrer dans le paysage, c'est une sorte d'effet d'immersion. Quand on se demande pourquoi Monet est un peintre tellement aimé, pourquoi, alors que on pourrait dire que c'est aussi un peu une scie, hein. J'ai une collection comme ça de photos que j'ai prises un peu partout, dans les chambres d'hôtel, dans les hôpitaux, etc. Où qu'on aille, on trouve les coquelicots, Argenteuil, les nymphéas. On se dit, mais ça a un côté quand même, je ne sais pas, dessous de verre, boîte de chocolat. Bon, mais en même temps, cette espèce de fascination qu'on a pour Monet tient à l'immersion. Celui avec qui j'en avais parlé, que j'avais trouvé très intéressant, c'était le paysagiste Gilles Clément. Une année, c'était l'année où il y avait eu des expositions, la grande exposition Monet, et donc on m'avait proposé de faire à l'orangerie, donc au milieu des grands nymphéas, une rencontre avec des intellectuels, des philosophes, etc. Or, les philosophes et les intellectuels s'intéressent assez peu à Monet. Et donc, je m'étais dit peut-être un artiste comme Buren. Et chose curieuse, j'en parle à Buren qui me dit Monet, pour moi, c'est considérable, c'est tout, etc. Et donc, il est venu parler de Monet, c'était très bien. Et puis, Gilles Clément. Et Gilles Clément me dit, effectivement, c'est... Le paysage avec Monet cesse d'être à distance. Ça n'est pas un tableau qu'on donne à voir, qui découpe uniquement dans le paysage, mais c'est un tableau c'est une peinture qui donne le sentiment d'appartenance au monde, ce dont parle aujourd'hui l'écologie. Alors, j'ai sélectionné un certain nombre de tableaux qui sont parmi les plus connus, mais qui donnent un sentiment d'immersion. Et on voit en quoi le regard, le personnage, le peintre ou le spectateur peut être empoigné, peut être captivé. Bon, il y a des espèces de chemins creux comme ça qui sont tout à fait merveilleux. Bon, des toiles qui sont très connues, hein, mais au fond, quand on les regarde, on se dit qu'elles sont étranges et elles parlent d'une espèce d'immersion. Alors ça, c'est un premier aspect de cette empoignade, si je puis dire. Et l'autre aspect, c'est... alors, du côté de l'immersion, oui, il faut voir que Monet l'a porté à un point extrême en fabriquant des instruments d'immersion. Quand il est très jeune, quand il peint Femmes au jardin, cette fameuse très grande toile qui est au musée d'Orsay, que je n'ai pas reproduite ici parce que je n'arrivais pas à trouver de bonnes reproductions. Il est à Ville-d'Avray à l'époque et il creuse un fossé dans le jardin. Il installe son chevalet dans le fossé. Il a la table, il met le tableau dans le fossé et il le monte et il le descend selon qu'il peint en haut ou en bas. Plus tard, il y aura le bateau atelier qui doit être quelque part par là. Voilà, le bateau atelier qui fait construire quand il est à Argenteuil. Quand il est à Belle-Île, il fait encorder son chevalet pour résister au vent. Quand il est en Norvège, dans la neige, il n'arrive pas à peindre jusqu'à ce qu'il ait trouvé le moyen de peindre, c'est en creusant une espèce de fossé dans la neige et en se mettant dans la neige. Ou encore quand il est à Rouen, quand il peint les cathédrales, il est à une fenêtre et il se produit au bout de quelques jours parce qu'il a négocié avec un marchand de nouveautés sur la place devant la cathédrale la possibilité de s'installer au premier étage. Donc il y a la fenêtre. Cet endroit existe encore, c'est absolument inouï. C'est le premier étage du syndicat d'initiative et quand on est là-bas,
dans cette pièce et qu'on ouvre la fenêtre, on reçoit la cathédrale comme ça, plein pot. Enfin, c'est une image d'une violence extrême. Alors, il est dans ce... À l'époque, c'était un magasin de nouveautés. Il est dans ce magasin de nouveautés, dans le salon d'essayage. Enfin, c'est là que les clientes viennent essayer des robes, etc. Et au bout de quelques jours, évidemment, les femmes se plaignent, elles sont gênées par ce type qui est là, dans une fenêtre, avec son chevalet. Et donc, le marchand lui dit, écoutez, non, c'est pas possible, il faut déménager. Donc, Monet est désespéré. Et il y a quelqu'un qui est un collectionneur qui le fréquente un peu à Rouen, qui s'appelle Depeau, et qui lui trouve, qui imagine un paravent. Donc, Monet est coincé entre le paravent et la fenêtre. Pas de recul. Un an après, quand il reviendra, parce qu'à mesure que disons que l'âge avance et les exigences de Monet avancent, ce qui était une campagne de peinture est doublé par une autre campagne de peinture. Donc 2 ans pour faire les cathédrales, 3 ans pour faire les ponts de Londres. Donc il revient à Rouen. Là, le marchand ne veut rien entendre. Et donc, Monet fait fabriquer sur un balcon d'une maison voisine une espèce de cabane dans laquelle il se tient et qui est une autre façon de s'enfermer. Donc voilà, Monet a besoin d'être empoigné, mais il fabrique aussi les instruments de cette immobilisation et de cette emprise. Quand on est, ça paraît simple, petit bateau comme ça, calme, sur l'eau, etc. Mais c'est tout sauf calme, un plan d'eau. Surtout un plan d'eau de fleuve, comme la Seine, avec des coups de vent, avec de la navigation, avec des régates, etc. Et Berthe Morisot, par exemple, qui se trouve une année en Angleterre et qui essaye de travailler sur l'eau, comme Monet, dit « mais c'est pas possible, enfin, ça bouge, on est très mal. » Bon. Mais Monet recherchait, alors qu'il a l'air d'être à l'abri, alors là voilà, ça c'est des régates avec un vent, du vent. Alors évidemment, toile merveilleuse, toile extraordinaire, mais il faut penser que Monet est là dans un bateau qui bouge et que c'est donc extrêmement périlleux. Alors, donc, dans l'empoignade, il y a ce sentiment ou ce besoin d'immersion et cette immersion qui va être favorisée par, on pourrait dire, des instruments. Et puis, il y a la recherche de la difficulté. Alors, je dois dire que j'ai commencé à comprendre Monet autrement que comme un peintre de jolis paysages lorsque je suis allée aux endroits où il peignait. Quand on va à Argenteuil, on ne retrouve rien, parce que Argenteuil a été complètement défiguré par l'urbanisme, les voies rapides au bord de l'eau, ce qui fait que quand ils ont essayé, il y a une dizaine d'années, de faire une saison impressionniste, etc., la municipalité d'Argenteuil a eu l'idée de faire reconstruire à l'île aux Moines le bateau atelier de Monet, en disant on va faire des promenades sur la Seine, etc. Bon, catastrophe, il n'y a pas d'accès à la Seine. Ce qui fait que le bateau, il a fini dans les serres de la ville d'Argenteuil parce que, c'est pas possible. Alors, Argenteuil, on voit rien, il y a beaucoup d'endroits qui ont changé, mais quand on va à Belle-Île, là c'est la côte sauvage, on peut exactement se mettre où Monet se mettait. Monet arrive à Belle-Île au mois de septembre, il y reste jusqu'en décembre, donc il a toutes les tempêtes, bien sûr. Et j'étais sur la côte de Belle-Île, à l'endroit le plus exposé, la côte sud, la côte sauvage. J'avais une espèce de carnet un petit cahier sur lequel j'avais les photographies de ces toiles. Et on voit très bien avec la ligne d'horizon, etc., la position des rochers, où il se mettait. Et il se met, alors là, voilà, c'est une vision un peu plus radieuse. Bon, voilà, ça c'est la tempête à Belle-Île. Et on voit très bien qu'il se mettait dans des endroits extrêmement vertigineux. Il est au bord. Il ne cherche pas un petit dénivelé, une espèce de petite anfractuosité. Il n'est pas sur la plage, il est au bord. Ça, c'est Monet, d'où d'ailleurs la nécessité, bien sûr, dans la tempête, de faire complètement encorder son chevalet. Il avait une sorte de ciré. Il y avait un vieux marin qui lui portait ses toiles et qui avait une sorte de ciré. Donc Monet s'était fait fabriquer le même ciré. Et le poli, il s'appelait Poli,
a raconté que bon, il n'en revenait pas parce qu'il fallait qu'il arrime le chevalet de Monet sur la falaise, absolument comme, voilà, comme s'il était à bord d'un bateau. Donc, recherche de la difficulté. Là, bon, c'est Varengeville. Bon, il se confronte à quelque chose qui le dépasse complètement. Donc là, il est en bas. Mais la plupart du temps, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ah non, ah, oh là là. Bon, la plupart du temps, il est en hauteur. Il est en hauteur et avec des apics qui sont des apics qui sont quand même très, voilà, quelquefois dangereux. Ça, c'est la Manne-Porte. On a 2 vues de la Manne-Porte et c'est au pied de la Manne-Porte. Alors la Manne-Porte, on ne pouvait l'atteindre. Vous connaissez, certains d'entre vous connaissent peut-être Étretat. C'est à partir, il n'y a pas de voie d'accès, il n'y a pas de route pour aller à la Manne-Porte, même pas de chemin. Il y avait une espèce de descente par une sorte d'escalier, d'échelle taillée dans le rocher. C'était compliqué. Le frère de Monet vient le voir pendant qu'il travaille. Et Monet dit « J'ai cru que j'arriverais jamais à le faire remonter, tellement il avait le vertige, etc. » Et Monet, travaillant là, au pied de la Manne-Porte, est victime d'une espèce d'accident. C'est-à-dire il n'a pas fait attention à la marée. Il y a tout à coup une énorme vague qui le renverse, qui le culbute, qui lui casse son chevalet, qui lui déchire sa toile, et il se relève, il a la palette collée sur lui, palette brisée d'ailleurs, il a du rouge, du jaune, etc., plein la figure, il est trempé, il remonte, il a la fièvre toute la journée le lendemain, le temps de se faire livrer un nouveau chevalet, une nouvelle... Bon. C'est-à-dire qu'il y a dans la façon dont Monet se tient dans le paysage quelque chose qui relève de l'exposition. S'exposer au danger, s'exposer au vent, bien sûr, à la lumière, s'exposer à la pluie. Vous avez cette nouvelle très, très, très célèbre, ce petit texte très célèbre de Maupassant qui raconte comment il a vu Monet et Étretat peindre sous la pluie. Bon, attraper une averse, dit Maupassant, il a jeté sur la toile. Mais ça, c'est l'expérience du paysage qu'a Monet. On est à la fois du côté de l'immersion et du côté de l'exposition, donc de l'abandon et du danger. Bon, voilà encore une vue où il est évidemment... Quand on va dans ces endroits-là, on a l'impression que si on fait un faux pas, ça peut mal tourner. Alors là, c'est une campagne qui a été un autre genre d'épreuve pour Monet. C'est la campagne dans la Creuse, à Freslin. Il est au confluent des 2 creuses, la petite et la grande Creuse, dans une sorte de ravin. Et cette campagne qui va durer, il arrive en mars et il la termine en mai, est une campagne absolument terrible parce que le temps n'a rien à voir avec les temps qu'il connaît en Normandie. C'est un temps de l'intérieur avec des changements de climat, des changements météorologiques à n'en plus finir plusieurs fois par jour, de la grêle, de la pluie, et le niveau de la Creuse qui monte et qui descend. Et puis, il commence avec une creuse ou si vous voulez, des collines qui sont comme ça un peu rousses, un peu pelées, etc. Et il termine en mai, c'est-à-dire qu'il termine, c'est le printemps. Et ça l'histoire est d'ailleurs tout à fait extraordinaire. Voilà, il avait commencé un tableau avec un vieux chêne au bord de l'eau. Et il veut terminer ce tableau. Et le vieux chêne est devenu complètement vert. Donc là, il y a encore quelques feuilles. Et pourquoi est-ce qu'il est comme ça? C'est que Monet paye un paysan, enfin achète au paysan qui possède le chêne le droit de défeuiller son chêne. Donc il y a des hommes qui descendent avec des échelles dans ce creux, hein, parce qu'on est dans un creux, et qui vont retirer la plupart des feuilles. Bon, il en reste quelques-unes, comme vous le voyez. Et là, cette espèce d'exposition qui ressemble d'ailleurs à l'épreuve de la falaise à Varengeville, qui est un bloc. Il donnera ce tableau à Clémenceau. « Bon.
cette expérience du paysage, cette espèce d'affrontement au paysage, n'empêche pas que ce soit pour Monet une espèce de spécialité malheureuse. Il voudrait en sortir. Alors, il faut se rappeler que le paysage, c'est quelque chose qui est un genre quand même mineur. Baudelaire en parle dans ses écrits esthétiques. Il est très dur à l'égard des paysagistes. Il dit qu'avec l'avènement de l'école de Barbizon et le triomphe de l'école moderne des paysagistes, c'est la prédominance d'un genre inférieur. Ce culte niais de la nature, dit Baudelaire, non épuré, non expliqué par l'imagination, signe évident d'abaissement général. Le paysage, genre inférieur. Alors, Monet en est conscient parce que le fait d'être paysagiste impose une forme de vie. Cette forme de vie, c'est de travailler hors de chez soi, d'où ces voyages de peinture qui, en général, ces voyages, ces campagnes, qui sont à la fois imposés par la situation domestique, puisque donc Monet a refait sa vie après la mort de sa femme Camille avec Alice Hauchedet, qui a 6 enfants, lui-même en a 2. Donc c'est une famille prégnante, on va dire. Et ils commencent à vivre tous ensemble dans une maison qui est à Véteuil, que j'ai visitée, qui est toute petite. Et donc aucun endroit pour peindre, pas d'atelier. Donc c'est là que Monet, un jour, il reçoit un journaliste qui vient faire une espèce de reportage sur ce personnage un peu étrange qu'est Monet. Le journaliste lui dit « Alors, montrez-moi votre atelier ». Et Monet lui montre les îles, la Seine, en disant « Voilà mon atelier ». Effectivement, il est obligé de sortir de chez lui parce que chez lui, bon voilà, c'est le dérangement permanent, c'est tous ses enfants. C'est Alice, donc sa compagne, qui est extraordinairement possessive. Et donc il part. Il faut tout faire, dit-il, il faut varier ses motifs, partir de chez lui. Mais en fait, Monet ne l'avouera jamais, mais cette façon de partir de chez lui, c'est une façon finalement, pas seulement d'échapper à un enfermement un peu domestique, mais c'est nécessaire à la création parce que quelque chose d'autre se révèle. Il écrit une fois à Alice « Vous ne m'avez jamais vu quand je suis seul ainsi au loin ». C'est-à-dire qu'il y a sans doute chez lui un autre Monet qui surgit comme un étranger, avec évidemment tout ce que ça peut impliquer. Et cet étranger, ce sera certainement le moteur de la création. Je me souviens de Claude Simon racontant qu'une fois, puisqu'on parlait tout à l'heure de Robe Grillet, Claude Simon, une fois, avait été invité par Merleau-Ponty à assister à son cours au Collège de France, où Merleau-Ponty lui avait dit « Je vais parler de vous ». Bon. Et donc, voilà, Claude Simon va écouter Merleau-Ponty, et puis ensuite, ils vont dans un café, et Merleau-Ponty lui dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et Claude Simon dit « Mais oui, c'est très bien ce que vous avez dit, mais ça n'est pas de moi que vous parlez. Je ne reconnais pas ce Claude Simon. » Et Merleau-Ponty lui dit « Non, vous ne le reconnaissez pas, parce que c'est celui que le travail fait surgir, l'autre, l'étranger. » Bon, il y a un autre Monet, il y a un étranger qui est issu de cette expérience, quelquefois très violente, très paroxystique, très exaltée, très forcenée avec le paysage. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la façon dont Alice Hauchedet essayait de le faire revenir. Les campagnes se terminent très mal parce que... Alors, donc Alice a 6 enfants, elle est séparée de son mari, Ernest Hauchedet, qui a été un moment un collectionneur, qui a collectionné d'ailleurs des toiles de Monet, qui a été ruiné. Et donc, voilà, elle l'a quitté, elle vit avec Monet, mais évidemment, c'est une situation qui est très peu
très peu orthodoxe. Et de temps à autre, quand Monet n'est pas là, Ernest Chedet vient voir ses enfants. Et donc Alice, on n'a pas les lettres d'Alice, Monet les a toutes détruites après la mort de sa femme, mais Alice se débrouille pour laisser entendre que Ernest est venu, etc. Et donc Monet a à son tour une crise de jalousie. Et il y a des lettres inouïes. Quand il est à Étretat, il dit « J'ai fermé ma boîte, c'est fini, je suis resté, j'ai pleuré, je souhaitais que la falaise m'écrase. » Bon, et à ce moment-là, il plie bagage et il rentre. Alors, quand on regarde les vues de Giverny, les vues que Monet peint en dehors de ses campagnes de peinture, en dehors d'Étretat, de Bordighera, de Pourville, de Freslin, etc., on a l'impression qu'elles sont moins intéressantes, qu'elles sont plus convenues, qu'elles sont plus jolies que ce qui se passe dans cette espèce de confrontation avec un monde auquel il s'affronte de la façon la plus dramatique 3 mois par an. Berthe Morisot, l'été 1890, lui rend visite à Giverny avec Mallarmé et elle dit qu'elle écrit à sa sœur que Monet, au fond, devrait chercher d'autres motifs au lieu des mêmes répétitions. Mais force est d'admettre, écrit-elle, qu'il a épuisé la matière du simple paysage et que nul ne se sent le courage de tenter de ce qu'il a si complètement rendu. Il a épuisé la matière du simple paysage. Que faire ? Alors, la campagne de la Creuse, qui a été très éprouvante, alors Monet peint, évidemment, il tombe malade, etc. Il peint dehors dans des conditions tellement difficiles que, par exemple, à Freslin, il a la main qui tient la palette tellement gercée qu'il doit dormir la nuit avec un gant enduit de glycérine. Bon, il y a des atteintes physiques chez Monet, et c'est ça qui est fascinant quand il peint sur la Seine glacée, par exemple, qu'on est obligé de lui apporter des bouillottes ou des braseros. Bon, ce côté physique de sa peinture, je trouve que c'est une des choses les plus émouvantes chez ce paysagiste. J'avais un ami qui faisait des paysages et j'étais allée voir ce qu'il faisait. Et alors, il se promenait sur la côte d'Opale et donc il peignait. Et je lui dis, mais comment tu travailles ? Il me dit, alors, j'ai une petite camionnette, je suis dans ma camionnette, tu vois, je suis à l'abri, j'ouvre les vantaux de ma camionnette, tu vois, tout à fait comme Monet. Je lui dis, oui, bon, tu vois, Monet, il est dehors, il est au bord et donc c'est autre chose. Alors, que faire ? S'il a épuisé la simple matière du paysage, s'il doit sortir de cette malheureuse spécialité, que faire ? Alors il y a chez Monet toujours le rêve d'un grand tableau, un tableau avec figure. Alors ça, c'est une œuvre de jeunesse, c'est ce fameux Déjeuner sur l'herbe qui n'a jamais été terminé. Et donc Monet, revenant de la Creuse, complètement épuisé, déçu par le paysage, ayant l'impression qu'il a tout raté, qu'il faut trouver autre chose, décide de faire des figures en plein air. Alors ces figures en plein air, bon, on les connaît, j'ai des mauvaises reproductions, c'est sa belle-fille, Suzanne, une des filles d'Alice, qu'il va peindre comme ça en contre-plongée, en reprenant cette toile très fameuse qui est celle de Camille avec son fils Jean dans les années d'Argenteuil. Et donc il peint à ce moment-là, il essaye de faire des espèces de figures dans le paysage qui sont comme imprégnées de lumière, mais finalement ça marche toujours mal. Alors avec les enfants, les belles-filles, ils ont toujours autre chose à faire. Ça ne marche pas, il ne peut pas les immobiliser comme il immobilise un paysage. Et donc, tout à coup, ce sont les meules. Alors, la scène a une sorte de précédent. 1 ou 2 mois avant, je n'ai pas de reproduction, c'est ce qu'on appelle le champ d'avoine au coquelicot, où Monet s'arrête dans un champ d'avoine, justement, on peut y penser en voyant ce qu'il y a au mur, et il va peindre une petite série de champs d'avoine, et cette petite campagne de peinture, toute petite, près de chez lui, a un témoin qui est Clémenceau, mais qui en fait une sorte de récit un peu mythique, un peu déformé. Il dit Monet, voilà, est là, et tout à coup il s'emballe et il dit à sa belle-fille un autre tableau, un autre tableau, un autre tableau.
apportez-moi un autre chevalet. Et donc, il décrit Monet avec une sorte de batterie de chevalets. Bon, c'est pas comme ça. Mais Monet, juste à côté de chez lui, dans un endroit qui s'appelle le Clos Morin, à la fin de l'été, s'arrête et regarde des meules. Et donc, il entre, à ce moment-là, quelque chose bascule. Il entre, bon, la reproduction n'est pas fameuse, là. Il invente la série. Je pense que cette meule-là, à contre-jour, c'est peut-être celle que Kandinsky a vue dans une exposition à Moscou et qui il comprend pas ce que c'est. Il voit une espèce de tache de couleur. Et là, dit-il, il découvre que la peinture, ça n'est pas forcément figuratif. Bon. Donc, l'expérience de la meule, c'est une expérience qui est tout à fait extraordinaire parce que c'est un face-à-face. Donc Monet va tourner autour, en prendre une autre, etc. Ça va durer des mois. Et il y a une sorte de... quand je dis qu'il est empoigné, c'est aussi qu'il a le sentiment, quand il a trouvé son motif, que ce motif le regarde dans tous les sens du terme. Et donc il y a avec la meule un face-à-face qui donne par moments l'impression que Monet a trouvé sa propre image dans la meule. Il y a une dimension presque d'autoportrait. Alors évidemment, on pourrait dire que c'est un objet parfait, c'est une sorte de mandala, etc., sur lequel viennent s'inscrire, et autour duquel viennent s'inscrire tous les éléments et toutes les variations météorologiques. Donc Monet est dans un état de... Il est à la fois face à cette meule, il est à la fois dehors, parce qu'il est dans le paysage, et il est dedans. Il est dans un objet qu'il n'en finit pas d'explorer. Et ça, on peut dire que cette espèce d'invention d'un cercle enchanté à l'intérieur duquel le peintre s'installe, cette durée contemplative qui n'est pas inerte, mais qui est accidentée, active, pneumatique, qui est à la fois fixe et transportée, c'est un état, une sorte d'état qui va être pour Monet absolument décisif. Personne ne comprend véritablement à l'époque la portée. Alors voilà, il a neigé. Vous voyez, en plus, cette toile est extraordinaire parce que bon, on a l'impression que la lumière vient de deux endroits différents, que les ombres sont déportées. Et puis, bon, encore une petite meule toute seule. Bon, il y en a une trentaine, bon, donc bon, je ne les ai pas toutes. Voilà, encore des meules sous la neige. Quand il expose chez Durand-Ruel une quinzaine ou 18 meules, Pissarro, son vieux compagnon, est absolument stupéfait. Il écrit à son fils Lucien, Monet n'expose que des meules soulignées. C'est-à-dire, bon, il est fou, quoi. Bon. Et personne ne voit, sans doute, la portée de ce qu'il est en train d'inventer. Une portée, bien sûr, dans l'histoire de l'art, mais une portée pour lui. Parce que, au fond, ce qu'il essayait de trouver, en changeant tout le temps de paysage, en changeant de lieu, en allant à Pourville, en allant à Bordighera, en allant à Belle-Île, en essayant d'alterner des lieux ensoleillés, des lieux un peu sombres, etc., d'une certaine façon, il n'en aura plus besoin. Un seul objet, comme réceptacle de la lumière, des effets de lumière, suffit. Donc, on est dans l'intensité, on est dans l'apparition, il y a quelque chose de totalement épiphanique, et c'est ça qu'il va rechercher le reste de sa vie. Donc là, je vous ai mis quelques cathédrales, évidemment, expérience invraisemblable d'enfermement face à une masse de pierre qui est touchée par la lumière. Bon, voilà, petite vision de ce qu'il fait. Alors, je saute évidemment l'avenir, enfin, ce qui découle des meules, c'est-à-dire, on peut dire que le nymphéa est issu de la meule. C'est un objet sur l'eau, avec des reflets, etc. Et la façon dont Monet va dépasser l'objet et l'expérience
du bassin, d'être devant le bassin pour être ensuite à l'intérieur du bassin, à l'intérieur du paysage, on l'a avec... Alors, vous voyez, il fait construire un autre atelier. Alors, jamais oublier que Monet commence à peindre les grands nymphéas. Bon, le nymphéa commence à peindre vers 1898. Monet est né en 1840, donc il a 58 ans. Bon, voilà. Donc, il fait quelques essais de nymphéa, puis ensuite, bon, il abandonne. C'est autre chose, c'est les ponts de Londres, c'est Venise, etc. Et puis, sa femme meurt, son fils aîné meurt, 1914. La guerre éclate. Monet, à l'époque, 1814, il est né en 1840, 74 ans. Il fait construire un atelier et il commence ses grandes décorations. Vous voyez comme Monet est petit. Il y avait des marchands comme Gimpel et Bernheim qui venaient chez lui à Giverny et qui disaient c'est extraordinaire, c'est comme un malaise. On est à l'intérieur de quelque chose d'aquatique. Alors voilà, bon, les grands nymphéas, ils sont irreprésentables. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut aller à l'orangerie et il faut voir à quel point cet état que Monet recherchait, cette espèce d'exaltation, cette intensité de l'expérience extérieure, il a pu la recréer en entrant dans quelque chose qui est, au fond, qui est rien. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien. C'est de l'eau, des reflets, de la couleur, et il est à la fois dans le paysage et sorti du paysage.